9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Tous les matins, à partir de 9h, cette équipe vous donne rendez-vous, la dernière des grandes gueules sur Espace TV en cette soirée, évidemment. Notre invité ce matin, je le disais tantôt, c'est bien sûr Albert Damantan Camara. Et dans un instant, il va s'installer dans ce studio. On va revenir longuement sur cette actualité. Hier, déjà, Mamadou Sylla était dans les locaux de la radio Espace. La Guinée donc a pris part récemment à la 104e session du BIT, Bureau international du travail à Genève. La décision du gouvernement de désigner le président du PAC comme délégué titulaire des employeurs guinéens à cette 104e session du BIT a fâché le président donc du CNP Guinée, l'âge Mamadou Sylla. Il était hier dans les locaux de la radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules, ce dernier donc accuse le gouvernement et plus particulièrement le ministre du Travail de népotisme. Alors là, c'est très grave. Albert Damantan Camara, vous le voyez déjà à l'écran, il est notre invité ce matin et un peu plus tard on va s'intéresser aussi à Ebola. Voilà, Ahmed Camara, nous avons notre invité. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour Aboubacar, bonjour Djibril, bonjour Moussa Yero, bonjour à tous les auditeurs. Ahmed, et bonjour Moussa Moïse, et bonjour aux auditeurs. D'accord, alors on va parler du dos de la cuillère. Mamadou Sylla dit que vous ne connaissez pas votre travail, voilà, tout simplement dans ce domaine, et que vous avez failli à vos responsabilités, tout en amenant une délégation de ce côté, tout en ne gérant pas bien également cette situation. En fait, je suis venu, c'est pas par rapport à M. Mamadou Sylla, pour lequel j'ai énormément de respect et pas pour répondre à ce qu'il a dit hier. Surtout pour clarifier une situation, expliquer aux Guinéens comment ça se passe au BIT, rassurer les employeurs qu'ils ont affaire à un gouvernement qui tient compte de leur indépendance, mais également des intérêts du patronat guinéen pris dans son ensemble, et également annoncer ce qui vient, c'est-à-dire les élections sociales et l'évaluation de la représentativité des employeurs, mais également des travailleurs. Ouais. Et donc, effectivement, ça tombe sur une actualité qui est la 104e conférence du BIT, qui mérite d'être éclaircie par rapport à un certain nombre de questions que les gens se posent et de reproches qui nous sont faits, notamment par le CNP Guinée. Je préfère le prendre en tant que tel. Je ne répondrai pas à ce qui concerne le népotisme. Je ne sais pas trop en quoi le népotisme est concerné par cette question. Voilà ce qui s'est passé. Il fallait aller au BIT et le gouvernement guinéen a la responsabilité de constituer une délégation qui comprend donc le gouvernement, le représentant des employeurs et le représentant des travailleurs. Les représentants. Et à la tête de chacune de ces délégations, il y a un délégué titulaire, s'agissant des employeurs et des travailleurs. Pour le gouvernement, le problème ne se pose pas, c'est le ministre en charge du travail. Et pour désigner ce chef de file des employeurs et des travailleurs, le BIT impose aux États le critère de représentativité. C'est-à-dire que c'est le patronat le plus représentatif ou le syndicat le plus représentatif qui doit être, dont le chef doit être chef de délégation. Ce qu'on nous reproche, c'est de n'avoir pas, enfin ce que M. Sylla, le CNP, nous reproche, c'est qu'il pense qu'il aurait dû être délégué titulaire. Nous n'avons pas considéré cela de la même manière parce que tout simplement, au terme des consultations que nous avons menées, et au terme de la procédure d'évaluation, ce patronat ne se trouvait pas en situation de l'être. Pourquoi ? Depuis septembre 2014, nous avons écrit à l'ensemble des partenaires sociaux pour qu'ils nous donnent un ensemble d'informations et de documents nous permettant d'abord d'évaluer leur légitimité à être des interlocuteurs du gouvernement et ensuite de commencer le processus d'évaluation de la représentativité. Ouais. Tout le monde a répondu, syndicat des travailleurs, patronat, et à date, le CNP Guinée ne nous a pas envoyé une seule information. Ça fait quand même 9 mois. Le premier à nous l'avoir envoyé, c'était le patronat de Guinée, et puis le CPEG a eu la courtoisie de nous répondre en disant qu'il leur manquait une étape essentielle, c'était la tenue de leur congrès, qui leur permettrait de nous donner ces documents. Donc on leur a accordé un délai et sur la base de ce délai, l'objectif, c'était quoi quand vous avez demandé ces documents ? Aujourd'hui, le CNP ne nous a même pas répondu, c'est-à-dire donner les documents, c'est pas mal, mais on ne nous a pas encore répondu. Oui, parce qu'eux, ils pensent que ce n'est pas votre droit de leur demander un document de la sorte. C'est ce que je dis. Alors, quel était l'objectif quand vous avez demandé à ces structures de vous déposer ces documents ? Alors, si ce n'est pas le droit du gouvernement que d'avoir la régularité administrative et juridique d'un interlocuteur aussi important qu'un patronat, je me demande quelle va être la responsabilité d'un gouvernement. Ensuite, c'est sur la base de ces éléments-là. Quand vous avez un congrès, par exemple, le congrès vous dit le nombre de participants, de fédérations. Ouais. Par exemple, le CNP, le PAG... à 19 fédérations. Il en avait 16. Au moment de leur congrès, ils en ont 19. Ouais.
La CPEG en avait 22, ils en ont 28. Ce n'est pas suffisant pour évaluer la représentativité parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Pour le CNP, non seulement nous n'avons pas ces documents, mais nous avons même été confrontés à une diarchie ou à une incohérence au niveau de la tête. Puisque lorsque nous avons demandé à ces différents patronats, malgré le fait qu'on n'ait pas eu d'informations, nous avons demandé au CNP de nous fournir sa liste de participants pour Bruxelles, pour Genève. D'abord, il y a le président par intérim qui nous a envoyé une liste. Et quelques jours après, il y a M. Mamadou Sylla en tant que président qui nous a envoyé une liste. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème sur qui a le pouvoir et qui dirigeait cette fédération. Lorsque nous avons eu l'entretien préparatoire à la conférence de Genève, celui qui était présent, c'était M. Cissé, président par intérim. Donc la théorie de l'apparence pouvait nous laisser croire que c'était lui qui était responsable du CNP Guinée. Et après, nous avons eu affaire à M. Mamadou Sylla. Malgré tout ça, nous avons maintenu les délégués de ce patronat, mais nous ne pouvions pas, légitimement, par rapport à la situation qui était la nôtre, désigner ce patronat comme étant délégué titulaire alors que nous n'avions aucun élément d'appréciation. Ensuite, vous me direz, alors sur quelle base vous avez décidé de désigner le président du patronat? Il existait en 2009 un protocole d'accord qui avait été signé, c'est vrai, entre le CNP Guinée et le mouvement dissident de l'époque qui était la CPEG, de procéder par rotation. Dans ce document en 2009, il est écrit qu'en l'absence de critères de représentativité, les patronats décident de procéder par rotation. C'est-à-dire qu'une année, c'est le CNP, l'année suivante, c'est la CBEC, et ainsi de suite. À l'époque, le PAG n'existait pas. Nous sommes partis sur la base et l'esprit de ce protocole pour dire on va continuer cette rotation. On a commencé le processus d'évaluation. Le seul patronat qui n'a jamais été représenté à Genève, c'est le PAG. Veuillez accepter que le PAG soit cette fois-ci délégué titulaire, d'autant plus qu'il a pris au moins la peine d'être le premier dans les délais impartis à nous communiquer ces documents. Le CPEG, au début, était réticent. Parce qu'elle s'est dit, nous on a 22 membres. J'ai dit, ça ne suffit pas parce que vous avez 22 confédérations, mais on ne sait pas qui est dedans. D'ailleurs, vous allez peut-être vous découvrir que certains qui sont adhérents chez vous sont également adhérents ailleurs, parce que ça aussi, ça arrive. Donc, en l'absence de critères objectifs que personne ne peut contester, on va rester sur votre système de rotation et on va prendre le PAG, si vous le permettez. Ils l'ont accepté au cours d'une discussion que nous avons eue ensemble. Bien entendu, le CNP n'était pas d'accord avec ça, mais nous sommes obligés de prendre une décision et nous avons donc considéré que le PAG devait partir en tant que délégué titulaire. Alors, qu'est-ce qui fâche Mamadou Sylla finalement à la fin du compte? Parce que vous avez parlé de rotation. J'ai l'impression que c'était un peu de la tombola, quoi, si on peut appeler ça. Non, c'était effectivement, si la rotation marchait, c'était le CNP qui devait cette année être délégué titulaire. Ce que le CPEG n'allait jamais accepter. Dès l'instant, ils ont fait l'effort, eux. Vous parlez de légitimité. Oui, légitimité. Ouais. Non, en l'absence bon. Oui. Voilà, si je veux aller jusqu'au bout de ma logique. Mais justement. Mais je n'ai pas voulu y aller parce que justement, je voulais éviter que la Guinée soit approchée par le BIT. Parce que vous dites que le gouvernement ne peut pas choisir des interlocuteurs qui ne sont pas légitimes. Ahmed a bien fait poser cette question, évidemment, parce qu'on parle pour les auditeurs. C'est très important. Vous parlez de légitimité. Sur quoi vous fondez, par exemple, quand je prends le cas de Ismaël, le monsieur de PAG, ça sent un goût amer quelque part, parce qu'on a reçu ces gens-là ici. Moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé du côté de Maroc et tout ça. On a reçu, entre autres... justement, ce sont ces problèmes de légitimité et de représentativité. Ça existe. Vous parlez pour vous, mais nous, on a assisté à des réunions où il fallait qu'il y ait un porte-parole du patronat face aux MEDEF, face aux Marocains, et ainsi de suite. Et il y a eu toutes les peines du monde à pouvoir déterminer ça. Mais pourquoi vous ne mettez pas d'ordre dans ce sens? Mais alors, j'en viens, justement. Mais il y a eu quand même l'Union patronale de Guinée qui a été mise en place, où il était prévu une rotation qui ne tient plus. Ces différents protocoles ont été dénoncés. Mais expliquez-nous pourquoi ça n'a pas marché. Parce que c'était une initiative quand même salvatrice. Entre eux. Oui. Nous, gouvernement, notre responsabilité, c'est justement à un moment donné de pouvoir dire, écoutez, en fonction d'un certain nombre de critères, voici le patronat qui est le plus représentatif. En collaboration avec eux, parce que le principe du BIT, c'est la concertation et le tripartisme. Toutes les décisions que nous prenons doivent, dans la mesure du possible, faire l'objet d'une concertation entre tous les acteurs. Dans l'impossibilité, on est obligé de procéder par une évaluation. Cette évaluation a commencé, je vous l'ai dit, depuis septembre 2014. Parce que nous avons des informations manquantes du CNP Guinée, nous n'avons pas pu avancer à ce stade-là. Et donc,
il faut bien qu'à un moment donné, on ait des critères d'évaluation. Alors moi je voudrais poser, monsieur le ministre, ces griefs de monsieur Sylla quand même ont retenu l'attention du BIT qui vous a... Je voulais dire que ces griefs de monsieur Sylla, patronat, ont retenu l'attention du BIT qui vous a quand même adressé un courrier de mise en garde par rapport à l'ingérence. De quel courrier de mise en garde? C'est pas un courrier de mise en garde. Le courrier, la question que je voulais poser, c'est quand même le fait que, à moins qu'on dise que le courrier n'est pas authentique, mais on parle ici d'une sorte d'ingérence, parce que je peux lire là, le CNP est reconnu comme l'organisation la plus représentative, non seulement au niveau national, mais également par l'OIE. Et également, le groupe des employés de la 104e session de la Conférence des Nations du Travail souhaite exprimer sa plus formelle protestation contre le remplacement par le gouvernement de la République de Guinée de plusieurs membres de la délégation des employés proposés par le Conseil. La question, c'est quand même que si l'on en croit à ce courrier, il y a quand même un reproche amer qui est fait au gouvernement guinéen. On vous accuse, mais par le secrétaire du groupe des employeurs de la 104e donc ce session. n'est pas, donc précision importante, oui, ce mais n'est pas le BIP. Ça a créé quand même un théâtre, si je peux le dire, désolant du côté de BIP, c'est ce qu'on a appris. D'accord, il y a des règles de préséance qui ont été bafouées et tout cela. Voilà. Symboliquement, ce n'est pas rien. On dirait que je me suis trompé de studio. Non, pas du tout. Je crois que c'était le studio où moi je devais parler. Allez-y. C'est ça, c'est bien. Donc, voilà. Ce courrier-là n'est pas celui du BIT. Le représentant des employeurs, enfin celui qui veut se plaindre, se plaint auprès de la cellule qui est chargée des employeurs au BIT, qui, elle, transmet cette plainte à monsieur le directeur du BIT pour analyse. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous avez seulement ce courrier. Est-ce que vous avez le courrier? Sauf que c'est pas n'importe qui a écrit ce courrier. Oui, d'accord, mais j'en viens. Il y a le courrier du BIT. Je reviens à ma première question. C'est le studio où je dois parler. Allez-y, monsieur le ministre. Donc, sur la base de ce courrier, le BIT nous a fait une demande d'explication. Donc, quand on condamne quelqu'un, on ne lui demande pas une explication, on branche et puis on passe à autre chose. Est-ce que vous avez reçu l'avis du BIT suite à ce qui a été dit? Ça, ce document, vous l'avez reçu? Bon, voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est le jugement du BIT. Alors, qu'est-ce que ce jugement dit? Vous allez le lire. Ce qui la commission, en fait, j'aurais vraiment qu'on... C'est là la réponse. Voilà. C'est là la réponse du BIT. Oui. Et c'est ça qui est important. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un processus d'évaluation a été engagé fin 2014. Donc, ils reprennent ce que je leur ai dit comme information en vue de clarifier la situation sur le plan de la représentativité. Elle tient à souligner que l'enregistrement d'une organisation n'est pas suffisante en soi pour tirer des conclusions quant à sa représentativité ou à son autorité à s'exprimer au nom des employeurs. Donc ça, ce terme-là s'adresse au PAG, qui a été désigné donc pour cette fois-ci, mais également à la CPEC et également au CNP Guinée. Et dans la réponse que j'avais faite, je continuerai sur ça, j'avais demandé à cette chère dame qui avait signé ce document sur quelle base elle se basait pour dire que le CNP Guinée était l'organisation patronale la plus représentative. Il n'y a jamais eu d'évaluation de la représentativité en Guinée. Donc des fois, on peut se dire que les organisations internationales peut-être vont un peu trop vite en besogne. Ça n'a jamais été fait. Donc je me suis demandé sur quelle base. Et ensuite, dans l'attente des données qui permettent, le gouvernement devrait prendre en considération les résultats des consultations menées par les partenaires sociaux ou tout accord en résultant. D'où l'accord de 2009 qui incluait la rotation. Ce que le BIT nous a reproché dans cette matière, c'est que dès l'instant où le PAG n'avait pas été parti à cet accord-là, on n'aurait peut-être pas dû lui étendre ça et être sûr que tous les trois patronats sont d'accord pour le désigner. On a fait cette consultation. Peut-être le BIT, moi dans ma réponse, je ne leur avais pas dit que j'avais rencontré la CPEG et que j'avais discuté avec le CNP. On a fait cette concertation. On n'a pas trouvé de consensus. La voix de la majorité l'a emporté. C'est parce que le CPEG, qui est en fait celui qui devrait se plaindre, a accepté le PAG, que nous avons mis le PAG. Et la conclusion du BIT, c'est de dire que suite à tout ceci, alors excusez-moi, je reviens sur la partie la plus importante, c'est qu'ils nous demandent tout simplement de respecter les règles du BIT qui veulent qu'on désigne le représentant du patronat par le critère de la représentativité. C'est un appel. Ce n'est pas une condamnation. C'est un rappel à l'ordre. Et j'avais dit, moi, lorsque je me suis adressé à ce document que vous nous avez montré du BIT, je leur avais dit, voilà comment nous avons procédé. Parce que nous n'avons pas de critères aujourd'hui de représentativité. Maintenant, si vous pensez qu'il y a une meilleure méthode que ça, ou que les grandes gueules,
nous sommes ouverts à toute suggestion de votre part. Qu'est-ce que vous allez Il me renvoie Ouais. à ce qu'on veut, c'est la représentativité. Parce que vous avez demandé une consultation quand même. Vous le dites, ça fait 9 mois. C'est nous qui la faisons. C'est nous qui la faisons Justement. avec le patron. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Parce que c'est très compliqué. Justement. Ça suffit pas de dire donnez-moi vos documents administratifs. Ça, c'est facile. On fait un congrès, on va chercher 3 ou 4 commerçants, on constitue une organisation patronale. Ça, c'est facile. On le fait même notarier, tout ce que vous voulez. Après, il faut vérifier les actes d'adhésion, le vote du chef de ce patronat. Ensuite, vérifier que les entreprises en question elles-mêmes sont en règle. Et le Les plus grandes important, parce gueules. que moi, les entreprises et les patronats ne m'intéressent qu'en tant qu'ils sont employeurs. Pour payer leurs impôts, ils ont affaire aux finances. Pour leur Immatriculation à la caisse, investissement, ils ont affaire. Moi, c'est la qualité d'employeur. Donc, est-ce que les travailleurs qui sont chez vous sont enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale? Pour qu'à travers peut-être leur nombre, il y ait déjà un critère déterminant de votre représentativité. Mais ça, c'est pas des petites étapes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont me donner leur bordereau, leur déclaration de travailleurs à la Caisse. Je vais recouper les informations avec la Caisse nationale de sécurité sociale. On va vérifier avec eux qui sont d'accord ou qui sont pas d'accord. Et la commission, parce que ça sera pas le département seul qui va l'évaluer, va décider sur la base de ces documents quel est le patronat le plus représentatif. Oui, mais Voilà. monsieur le ministre. Valentin Albert Camara, il faut le rappeler, un autre invité ce matin chez les juges. Moi, le reproche, si je peux me permettre, que je fais à votre gouvernement et à votre département, c'est vraiment d'avoir eu du retard à l'allumage dans ce processus d'évaluation. Vous l'avez dit, cela a été engagé depuis septembre 2014 et on ne peut pas comprendre que, à cause du fait que le CNP Guinée traînait les pieds, que cette évaluation, que ce processus n'est pas allé à terme. À mon avis, mais comment je fais pour savoir quels sont les membres du CNP? Mais à mon avis, vous avez demandé des documents administratifs à toutes les structures patronales. Voilà. Si le CNP Guinée traîne les pieds, à mon avis, vous faites votre évaluation. Déjà que on sait que depuis 2008, il n'y a pas eu de congrès ni d'assemblée générale au sein de cette organisation patronale. Je pense qu'il revenait à vous de prendre votre décision, de prendre votre responsabilité. C'est la solution. Absolument. C'est la solution extrême à laquelle je ne souhaite pas aboutir. Ah non, mais j'en viens. On est dans une république, on doit avancer. Mais attendez, on a besoin d'avancer. Mais j'en viens. Allez-y. De toute manière, à un moment donné, il n'est plus question que cela se répète lors de la prochaine session et même lors des dernières rencontres de nos patronats avec des partenaires étrangers. Ce n'est pas simplement parce que le CNP ne m'a pas donné ces documents, c'est aussi parce que le dernier congrès, le congrès de la CEPEC, s'est tenu au mois de mai. Donc le temps qui nous séparait de la session du BIT était trop court pour que j'aille vérifier que les fédérations dans leur composition sont effectivement légitimes, qu'il y a leurs travailleurs et ainsi de suite. C'était trop court. Maintenant, on a le temps. Donc, on va y arriver. Et je ne souhaite pas, parce que si je suis votre logique, ça veut dire qu'en Guinée, le CNP n'existe pas. C'est quand même cette organisation patronale qui est enregistrée au niveau du BIT. Alors, si on doit dire au BIT que le CNP en Guinée n'existe plus, il faut qu'on ait des éléments probants. Donc, je donne toutes les chances et toutes les possibilités à tous les patronats de donner les documents qui permettront l'évaluation. Au-delà d'une certaine limite, je ne serai pas tenu à l'impossible et je serai obligé de transmettre les conclusions en compagnie de tous les partenaires sociaux aux instances qui sont nos partenaires. Allez-y, Moussa. Il y a des guégués au sein des structures patronales, vous ne me direz pas le contraire, mais en même temps, comment agir de telle sorte à ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire à réguler bien le secteur, mais à ne pas faire d'ingérence, parce que c'est la crainte, par exemple, de Mamadou Sylla, qui pense qu'il y a eu cooptage, que vous essayez de favoriser une structure patronale au détriment des autres. Non, sur cette question-là, je pense que ce qu'on vient de dire, enfin ce que je viens de dire est largement suffisant pour ne pas parler de cooptage. Je n'ai aucune raison de coopter l'un pour l'autre. Et je peux vous dire que si par extraordinaire, c'était un autre résultat qui était sorti de cette délégation et que c'était M. Mamadou Sylla qui avait été désigné délégué tutélaire, on serait dans une autre situation aujourd'hui avec non seulement les patronats, mais peut-être même avec les syndicats. Donc, quelle que soit la solution que j'aurais choisie, elle aurait fait des insatisfaits et des remous. Maintenant, c'est le perpétuel souci du gouvernement d'éviter de s'ingérer dans les affaires du patronat. C'est peut-être ce qui fait que jusqu'à présent, justement, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans cette décision parce que nous sommes tout le temps dans ce souci de préserver la limite entre la responsabilité du gouvernement que nous sommes et l'indépendance dont est très jalouse le BIT vis-à-vis des partenaires sociaux. Voilà, monsieur le ministre, on va revenir dans un instant. On se fait une pause, mesdames et messieurs, et derrière, on revient avec notre invité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Continuez à réagir, GG au 8037, sinon vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, la dernière des grandes gueules évidemment pour cette saison, monsieur Damanta Albert Camara, vous le voyez à l'écran, il est notre invité. Mohamed Tal aussi se prépare, porte-parole de l'UFR, nous allons l'avoir un peu plus tard dans cette émission. On parle d'Ebola ce matin avec le coordinateur évidemment, Dr Sakouba Keita. Et puis d'ici la fin de l'émission, on va essayer de faire un saut du côté de Mauritanie. Ahmed Camara, notre invité en ce moment. Alors, monsieur le ministre, c'est clair que vous avez dit que vous allez désormais reprendre les consultations avec les différentes structures. Alors, est-ce que vous êtes fixé concrètement un délai? Parce que comme je le disais tout de suite, il faut que la Guinée quand même arrête, ou encore les 4 Guinéens arrêtent de se donner des coups de poing lors des rencontres. Alors personne ne s'est donné de coups de poing, heureusement. Oui, mais voilà, c'est une scène voilà. Allez-y, monsieur le ministre. Si c'était juste sur la photo, mais la photo au niveau de Genève. Ah, mais Moussa. Oui, mais on nous a dit que les règles de préséance. Apportez-nous les gants ici alors. Mais si vous voulez, je vous étais chez le ministre, allez-y. La main dont vous regardez, c'est bizarre quand même. Je le regarde bien. Alors, pas du tout. Je ne sais pas à quel moment. Est-ce qu'il y a un problème de préséance du côté de Genève, monsieur le ministre? Non, ça c'est du, comment on va dire ça, c'est trivial. C'est des détails qui sont très peu intéressants. Et justement, c'est pour éviter qu'on pense qu'il y a des problèmes que on va régler cette histoire. Même s'il y a des problèmes. Oui, il y en a. C'est pour éviter qu'on pense qu'il y a des problèmes. Oui, voilà. Même s'il y a des problèmes. Non, s'il y a des problèmes, on va les régler. Bien. Mais c'est encore plus grave lorsqu'on pense qu'il y a des problèmes et qu'il n'y en a pas. Monsieur le ministre, il y a un problème, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, non, mais d'accord. Voilà. C'est une réforme, on sait très bien que les réformes, ça passe amèrement. C'est très difficile, monsieur le ministre, mais bien sûr que oui. Mais ça c'est. Alors, je vais vous dire, pour les critères de représentativité au niveau du BIT, ce n'est pas un problème propre à la Guinée. Au BIT même, ils ont du mal à définir ces critères. Je regardais un peu toute la littérature qui existe dans les autres pays. C'est très difficile d'arrêter des critères objectifs de représentativité et c'est pour ça qu'il faut que tous les partenaires soient associés. Parce qu'il y a une étape fondamentale, c'est que même sur la détermination des critères, il faut qu'on soit tous d'accord pour dire c'est tel critère qu'on va utiliser en premier. Il y a un critère qui me semble évident, c'est bien entendu le nombre d'employés qui constituent les patronats, mais il y en a d'autres. Oui, mais comment est-ce possible, Ahmed? Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, quand on dit Albert Damanta Camara en Guinée, d'abord, la première des choses qui me viennent un petit peu à l'esprit, c'est la capacité managériale du monsieur, du ministre. Comment est-ce possible que vous êtes incapable aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ce sens-là? C'est grave. Ben oui, mais le problème, c'est que je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul, je sais très bien, c'est facile de dire, ouais, mais la faute, c'est les autres. Ah non, je dis pas que c'est les autres. Ah ben si. Non, du tout. Vous dites que vous n'êtes pas seul, je dis que le BIT, les principes du BIT, c'est le non, je parle du gouvernement guinéen, monsieur le ministre. Oui, mais d'accord, mais le gouvernement guinéen est lié à des conventions internationales. Je suis obligé de respecter la constitution du BIT qui dit que pour ce genre d'action, ce genre d'opération, vous êtes obligé de le faire en concertation avec les partenaires sociaux. Oui, donc, je suis maintenu et je suis tributaire de la diligence des patrons. Et de ce point de vue-là, les travailleurs ont été très diligents. Au niveau aujourd'hui des syndicats, on n'a aucun problème. On a eu les documents qui étaient nécessaires. On a procédé aux évaluations. Il est clair que le syndicat dont est secrétaire M. Amadou Diallo se dégage clairement comme étant le syndicat le plus représentatif. C'est paradoxal que ce soit au niveau de leur patron que ça ne se fasse pas. Mais encore une fois, vous avez parlé tout à l'heure d'ingérence. On a besoin de ces informations. Mais je parlais tout de suite de non seulement est-ce que vous êtes fixé un délai, mais au même moment, est-ce qu'il y a une stratégie que vous souhaitez mettre en place pour fédérer ces différentes structures concrètement? Alors, justement. Voilà encore le problème de l'indépendance. Nous, gouvernement, on ne peut pas s'imposer aux patrons pour leur dire mettez-vous ensemble et sinon, nous, on crée une structure, on vous met dedans forcément. C'est pas possible. C'est à eux de le faire. Les grandes gueules. Ils ont cette idée, j'ai discuté avec certains d'entre eux, maintenant il faut qu'elle se mette en place, mais avant qu'elle se mette en place, il faut qu'on sache quel est le patronat le plus représentatif. Oui, mais c'est incontestable que définir les critères de représentativité constitue forcément un travail de ça, mais en même temps, il y a un problème qui se pose au niveau du statut de certaines structures patronales, notamment de leurs leaders. Est-ce qu'il est juriste, parce que je m'adresse au ministre du Travail que vous êtes, mais aussi au juriste que vous êtes, est-ce que c'est compatible d'être à la fois député et président d'une structure patronale? Alors, j'avoue que cette question a été posée plusieurs fois. Certains patrons
d'ailleurs même membres du CNP l'ont posé. Je n'ai pas vu encore ce texte-là. On me dit que c'est dans le statut du BIT, mais c'est également dans la Constitution. Je ne vais pas faire le combat des autres. Aujourd'hui, à l'intérieur même du CNP, si certains de ses adhérents estiment qu'en tant que tel, M. Mamadou Sylla n'a pas le droit d'être président du CNP, ils n'ont qu'à saisir les instances appropriées pour le dénoncer en disant, parce qu'il a tel statut, il ne peut pas être président d'un patronat. Si c'est l'Assemblée, c'est à l'Assemblée également de le faire. Je ne vais pas faire le combat des autres. J'ai suffisamment de questions comme ça à régler et on est suffisamment accusé de nous ingérer dans les affaires des syndicats, des partenaires sociaux pour ne pas mener ce combat-là à la place de nous. Moi, je pense qu'au niveau du CNP Guinée, Conseil national du patronat de Guinée, il n'y a pas de doute sur les statuts. Moi, je me suis intéressé hier, j'ai feuilleté un peu les statuts de cette organisation patronale. Il est indiqué que c'est un groupe d'employeurs qui se constitue en union nationale, donc des employeurs, mais qui est une union apolitique. Je pense qu'à partir de là, M. Mamadou Sylla, qui est président d'une formation politique, ne peut pas être président de cette organisation patronale. À ma question, c'est au CNP en interne absolument de faire donc les statuts sont clairs là-dessus. D'où l'utilité pour nous, gouvernement, d'avoir accès à ces statuts et de rappeler à l'ordre certaines personnes sans être les maîtres d'œuvre de la procédure qui va s'engager si elle doit s'engager. Alors, comment vous allez vous y prendre justement? Parce que quand vous menez des actions, on va dire, il y a l'ingérence, vous avez dit tout de suite, vous n'allez pas créer une formation parallèle pour dire, allez, on va vous mettre tous dedans. Comment vous allez faire en tant que gouvernement? Vous allez regarder, vous allez regarder comme spectateur. Je viens de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'en Guinée, avant que nous arrivions aux affaires, on a déjà demandé à ces différents patrons de commencer ce processus d'évaluation? La réponse est non. C'est nous qui l'avons commencé. Avec cette demande-là, avec cette procédure qui est mise en place. Donc, il faut éviter aussi de pécher par précipitation. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Lorsque vous mettez quelqu'un en demeure de vous donner un document et qu'il ne le fait pas, il y a des étapes pour que vous atteigniez la phase à partir de laquelle vous devez passer à une autre étape. Donc, on n'a pas atteint cette phase-là. Maintenant que cette situation se présente, dans les jours qui viennent, le CNP recevra un courrier et ensuite nous continuerons cette démarche pour évaluer la représentativité des différents patronats en Guinée. Voilà, le ministre porte-parole du gouvernement, notre invité ce matin, monsieur le ministre, on le sait très bien, c'est la dernière des grandes gueules. On va essayer de se replonger un petit peu dans l'historique parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir dans cette émission. Entre autres, on sait très bien au mois d'octobre, si tout va bien, c'est les élections présidentielles en Guinée. Tenez, on va prendre fil d'Ariane, entre autres, depuis le mois de septembre. Vous faites bien de nous rafraîchir un petit peu la mémoire là-dessus. À prendre des exemples comme ça, monsieur le ministre, en ce qui concerne par exemple les actions du gouvernement. On sait que aujourd'hui tout le monde demande le dialogue. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Je suis aujourd'hui ici en tant que ministre du Travail. C'est ce que je dis justement. En même temps, porte-parole du gouvernement, il faut qu'on profite quand même. J'ai également d'autres. Justement. Donc on va parler d'éléments. Vous avez fait beaucoup, par exemple en matière de communication, monsieur le ministre, en matière de communication, vous avez fait beaucoup. Vous êtes là, on va parler. On sait aujourd'hui que vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, c'est qu'il y a vraiment une innovation quelque part. C'est bien. Je vais m'arrêter là, monsieur le... Attendez, laisse-moi parler s'il te plaît. Voilà, si on refait un petit peu le replay, on sait que le président a rencontré pour une première quand même cette année la presse et le président a tapé sur la table. Il a pointé du doigt, par exemple, le ministère de la Communication. Il a dit en substance, la com du gouvernement est nulle. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le président Condé qui l'a dit. Oui, à cette conférence de presse du côté de Sékou Touré. Alors, quels sont les résultats de ce que vous avez engagé aujourd'hui, monsieur le ministre? La com du gouvernement est nulle ne veut pas dire que c'est le ministère de la Communication. Mais non. Je dis, il a pointé du doigt, entre autres, le ministère de la Communication. Oui, ça fait partie. Alors, nous avons des sons ici, monsieur le ministre. Mais pas spécialement le ministre en tant que tel présent et forcément ceux qui sont... c'est lui le ministre de la Communication. Allez-y, monsieur le ministre. Oui, Jean-Pierre, je suis sûr que je me suis trompé de studio. Pas du tout, allez-y. Donc, ça résulte d'un certain nombre d'éléments. Quand le président dit que dans tel ministère ça ne marche pas, il ne pointe pas forcément un cadre particulier, ou d'autant plus le ministre. On a tous des problèmes, un certain nombre. Ah non, c'est lui qui l'a dit. Non, il n'a jamais dit le ministre de la Communication a des problèmes. Non, il a dit le ministère. Bon, voilà. D'accord. Il a dit le ministère. Voilà, c'est très important. Il n'y a pas de problème. Donc, le ministère est géré par un ministre. Quand il parle de mon département, très souvent, il dit, monsieur le ministre, mettez à la disposition de la presse l'État, le diagnostic de l'enseignement technique qui est catastrophique. Je suis convaincu, en fort intérieur, qu'il ne parle pas de moi et qu'il ne parle pas de la gestion actuelle, forcément, mais ce dont nous héritons, on vient de parler du patronat et des syndicats, c'est quand même le résultat de plusieurs dysfonctionnements, de plusieurs années. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour redresser ça. Justement. Je parle de ce que je connais en termes de communication gouvernementale qui ne dépend pas
du ministère de la Communication en tant que tel, mais d'un certain nombre de structures, dont celle qui a été créée. Non, nous essayons. Juste un exemple. Oui, d'accord, le ministère de la Communication. Non, mais je suis d'accord en ce avec qui vous. concerne la com du gouvernement, finalement, ce que nous nous réveille. Alors, c'est tout simplement parce qu'on a pris conscience que vous, ça ne vous suffisait pas ce qu'il y avait. Il fallait, non seulement aux journalistes, mais également aux populations, un supplément d'information. On a mis en place une équipe jeune, dont certains vous fréquentent, ils vous connaissent parce que vous travaillez ensemble sur certains sujets, alimente le gouvernement lui-même en information, les partenaires, mais également la population, avec des points tous les jours, avec des points focaux dans les ministères qui remontent le plus possible les informations en temps réel, et puis l'utilisation des réseaux sociaux pour faire passer l'information. Est-ce que c'est vous qui avez sifflé finalement à la fin du compte dans l'oreille du ministre, du président, pardon, à dire ouais, il faut rencontrer la presse finalement à la fin du compte? Ah non, pas du tout. Et comment ça se fait que le Premier ministre, en 5 ans, il n'a jamais appelé une conférence de presse? C'est l'un ou l'autre. C'est soit vous avez un président absent, et à ce moment-là, le Premier ministre prend le relais. C'est votre appréciation. C'est votre appréciation. Je vous dis, nous avons un Premier ministre qui a la chance d'avoir un président qui est suffisamment présent. Un super président. Super président, qui l'étouffe, qui l'étouffe pas, qui fait une bonne partie du travail. Proactivisme. Allez-y, monsieur. Je suis sûr que ce n'est pas le bon studio. Allez-y, monsieur. Il y a un studio où on écoute les Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Donc, vous avez des systèmes où le Premier ministre fait uniquement un travail technique et le président se charge de la communication, que ce soit à l'international, que ce soit... On a l'impression... Djibril, on va s'écouter s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Qui est réservé sur un certain nombre de questions et qui préfère s'atteler à son travail. Et qui pense, et qui trouve d'ailleurs, que le porte-parole du gouvernement fait suffisamment bien son travail et le président de la République aussi. Il y a également un porte-parole de la présidence. Il n'a pas besoin de communiquer. On a l'impression, peut-être bien, il a estimé, et c'est son choix, qu'il devait se consacrer à d'autres tâches. Et je crois que aujourd'hui, l'espace informatif est suffisamment meublé comme ça pour ne pas qu'il vienne rajouter. Que voulez-vous qu'il dise de plus lorsque le président vous a rencontré, vous? Qu'est-ce qu'il va ajouter Quelle est la valeur ajoutée de ce qu'il va dire lorsqu'il va on va lui poser la question pourquoi il n'a pas engagé le dialogue alors que c'est à lui d'engager le dialogue. On va lui poser cette question. La promotion qu'on ne peut pas poser au président. Mais vous avez eu la réponse à cette question. Allez-y, la question, je suppose que vous n'allez pas... Alors, je précise au cas où vous ne vous seriez pas rendu compte que je ne suis pas le porte-parole de la primature. Oui, mais je sais, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Justement. Et vous faites apparemment preuve de solidarité gouvernementale. Une question, depuis 5 ans, on a l'impression qu'on a un Premier ministre faire valoir. Non, ce n'est pas le cas. Alors, je suis bien placé pour le savoir puisque je participe au Conseil des ministres et que je suis un témoin privilégié avec d'autres ministres des actions qu'il initie et du travail qu'il fait sur le terrain. Monsieur le ministre, autre chose qui ne marche pas à mon avis, c'est bien entendu le discours du chef de l'État quand il s'exprime devant la foule. Est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau une amélioration que vous pouvez apporter? C'est vrai que vous ne gérez pas la communication de la présidente de la République, mais il y a beaucoup de ratés dans les discours du chef de l'État. Tantôt, c'est un discours qui concilie le peuple de Guinée, qui réconcilie, qui unit. Tantôt, c'est un discours qui met en avant une ethnie qui parle beaucoup plus d'une région. Non. Oui, je suis désolé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites et sur des traductions, mais non. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez nous expliquer que... Alors, j'ai entendu ici pourquoi à Cancan, il parle des Malinqués, mais il voulait qu'il parle de qui? Des forestiers, des sous-sous à Cancan? Non, pourquoi? Dans quel contexte? Il est là-bas. Quand il va à l'Abbé, quand il va en Basse-Côte, il parle aux habitants de cette zone-là. Monsieur le ministre, dans quel contexte il parle des Malinqués? Non. Mais les propos qu'il a tenus... Un rappel historique pour dire qu'ils avaient la bouche dans le sac et qu'aujourd'hui cela pourrait changer peut-être parce que lui il est au pouvoir et qu'on sait une chose... Il n'a pas dit que ça allait changer parce qu'il est au pouvoir. Bien, comme ça on va avancer un petit peu s'il vous plaît. Voilà. Non, mais il l'a pas dit. Justement, donc ne dites pas ce qu'il n'a pas dit. Bien. Alors, autre chose qu'on peut souligner, si vous voulez, en tout cas sur le plan du gouvernement, c'est très important parce que Moussa, il s'intéresse beaucoup plus à la communication. Allez-y, madame. Non, mais moi, la question que je voulais poser à monsieur le ministre, c'est justement par rapport à la promotion du dialogue, même si vous dédouanez aujourd'hui le Premier ministre, il faut le dire, c'est son rôle à lui. Mais aujourd'hui, cette rencontre est prévue entre la mouvance et l'opposition. Qu'est-ce que vous en attendez, à votre avis? Qu'on sorte de cette crise, que cette crise n'aboutisse pas à une impasse, tout simplement, et que les acteurs qui seront présents soient suffisamment conscients des enjeux pour trouver des solutions. Et on pense
pouvoir en trouver. Ouais. Alors, l'autre point fort aussi, c'est l'inauguration de cette maison. On en parle peu, je pense que c'est super important. Finalement, comment ça se passe? Je suis le cordonnier mal chaussé. Justement. Je parle des autres, pas suffisamment des Non, mais c'est important, félicitations. Mais c'est vrai, cette maison est une innovation en tant que telle. Donc, il y a encore des réglages à faire, bien entendu. Mais lorsque vous avez un espace où les jeunes peuvent venir rencontrer des conseillers qui leur donnent la voie à suivre pour leur insertion professionnelle, pour la première fois en Guinée, je pense que c'est quelque chose, effectivement, une chose sur laquelle il faut mener beaucoup d'attention. C'est vrai qu'il y a un objectif stratégique de ne pas trop en parler, parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui d'accueillir tous ces jeunes qui frappent à la porte. Donc on passe par un site, mais très bientôt, les maisons de jeunes seront des relais. On va en ouvrir une à Cancan, une à l'Abbé, à Zéry-Corée, dans toutes les grandes villes de Guinée, pour que sur place, les jeunes aient accès à ces maisons de l'emploi. Une question, pendant que le pays s'achemine vers une élection présidentielle, où le président, l'actuel locataire du palais Sékou-Touré, donc remet son mandat en jeu. Et sur quelle question, monsieur le ministre, vous, gouvernement, vous avez le sentiment de n'avoir pas suffisamment fait ou d'avoir échoué, et des questions qui vont être au cœur de la campagne? Cette question est beaucoup trop vaste pour que j'y réponde. Non, mais je vous parle en toute sincérité. L'insécurité. C'est une question qui est très vaste. On est toujours dans la théorie du verre à moitié vide et à moitié plein. On a beau faire, quelqu'un dira, mais non, mais il manque cette partie du verre, on n'est pas content. Et d'autres diront, mais c'est extraordinaire que vous ayez fait tout ça. Dans tous les domaines, il y a des améliorations à faire. Dans tous les domaines. Mais à côté de ça, vous avez des avancées majeures qui ont été faites. On ne peut pas toutes les citer. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fait tellement de choses. Mais moi, je vais vous dire, il y a quelque chose, par exemple, et peut-être que c'est la communication qui revient, qui m'interpelle et qui m'a frappé, qui est symbolique. Djibril est là, il est juriste, certains d'entre vous aussi. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil existait depuis 1991. 1991. Il n'a jamais fonctionné. Une seule fois, le président Conté est venu. Il s'agissait d'avoir une réunion de ce conseil-là, de discipline, pour sanctionner des magistrats qui avaient fait des bêtises. Les magistrats ne pensaient pas qu'il allait venir, ils se sont auto-censurés, ils ne sont pas venus. La sanction n'a pas eu lieu, le président Conté s'est énervé, il a dit, mais ne m'appelez plus jamais pour ça. Or, c'est lui qui doit présider ça. C'est simplement cette année que pour la première fois, ce conseil s'est réuni, qu'il y a des magistrats qui ont été nommés, pas par le président de la République, mais par le concert des magistrats. Il a fait que signer cet acte-là, et d'autres magistrats ont été également radiés, rétrogradés et sanctionnés. Cette avancée passe inaperçue. C'est une révolution dans notre pays. C'est une révolution. Mais c'est passé inaperçu. Il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils savent très bien. Parce qu'ils savent très bien. 4 ans, 5 ans, je vous dis, il existe depuis 91. Pourquoi il n'a jamais fonctionné jusque-là? Cet acquis est majeur. Mais bien entendu, comme dans toute chose, les effets ne seront pas immédiats. Parce que le temps que les magistrats se rendent compte qu'ils sont effectivement sanctionnés, qu'ils sont nommés sur la base d'un collège de magistrats, sur des critères objectifs, les effets se feront ressentir dans 3, 4, 5 ans, lorsque l'ensemble des magistrats aura compris qu'ils sont soumis, sans compter leur salaire et tout le reste. Donc voilà par exemple un exemple de choses qu'on ne peut pas quantifier, que vous ne percevez pas forcément, mais qui est majeur dans la gouvernance d'un pays. Mais vous êtes à même de nous citer au moins 2 domaines dans lesquels vous avez le sentiment d'avoir échoué, monsieur le ministre. D'avoir échoué? Oui, le gouvernement. Oui, non, je parlerai pas d'échec en tant que tel. Comprenez que ce soit un peu difficile pour moi. Je parlerai d'insuffisance. Et il y a dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on doit pouvoir avancer et faire mieux qu'avant. Moi, 2 questions en fait. Oui. J'arrive pas à comprendre, par exemple, l'improvisation du discours du président Condé, par exemple. Quand vous revenez à la communication. Oui, je reviens un petit peu à la communication parce que j'arrive pas à comprendre souvent. Il y a l'autocritique à chaque fois à dire des cadres véreux, des ministres qui volent. En même temps, il est conscient de tout ça. Je me dis, franchement parlant, en vous regardant dans les yeux, est-ce que le président prépare ses discours avant d'être devant la foule? Le président a un certain nombre de qualités que certains peuvent considérer comme étant des défauts, mais ce sont ces qualités-là qui ont fait qu'il est président de la République aujourd'hui. Vrai gens. Donc, le vrai gens, c'est une personne qui dit ce qu'il pense. Oui, c'est ce que je pense. Ça veut dire les vrais gens. Voilà. Il fait partie des vrais gens. Il dit ce qu'il pense. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans la catégorie des vrais gens. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Ça lui a valu des fois des problèmes, c'est clair. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, sur la base de ces qualités-là et de cette manière de s'exprimer, il est président de la République. Maintenant qu'il est élu, il devrait changer, vous ne trouvez pas? Quand même. Il devrait y avoir un discours. Vous ne trouvez pas, monsieur le ministre? Ben oui, c'est pas à moi de l'apprécier
Et je crois que si on fait le bilan de ce discours, on a un bilan positif parce que aujourd'hui, il est président de la République et il a réussi un certain nombre de réformes. Il a gagné la respectabilité d'un certain nombre de partenaires nationaux et étrangers, et ça, on ne peut pas le lui enlever. Voilà. On va pas dire que c'est un président paysan quand même, hein. C'est pas possible. Voilà, parce que ça, on le sait très bien. Que La lutte contre le trafic de drogue, comme Monsieur le ministre, c'est assez inquiétant. On en parlait. Alors là, vous me demandez de jouer le rôle du Premier ministre et de faire de la politique générale. Puisqu'il ne parle pas. Ben oui, parce que vous êtes le porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre. Mais en plus, on le donne Premier ministrable. Ben oui. Non, ça c'est un rêve. On a l'impression que la Guinée c'est une vérité, c'est une vérité. Allez, des écueils quand même au niveau de la justice. Bien sûr. Un huissier de justice a été emprisonné récemment. Oui, alors, c'est ce que je vous dis. Il y a encore des avancées à faire. Mais voilà, ce petit accro vient ternir, par exemple, une réforme fondamentale qui est celle du Conseil supérieur de la magistrature. L'insécurité, tout le monde en parle. Quand même, Monsieur le vous ministre. êtes juriste, ça ne va pas te faire du mal de dire que ça, c'est une avancée majeure. Ben non, tu peux le dire, fais-le. Tu peux. Monsieur le ministre, on parle d'insécurité justement maintenant. Comment est-ce possible aujourd'hui et la drogue, Monsieur le ministre? Ce sont des problèmes, ce sont des défis que nous devons relever. Je suis d'accord avec vous. Quels moyens qui ne le serait pas? Les services de défense et de sécurité? Ah, si c'est les moyens, il y en a beaucoup qui ont été mis, des véhicules, des équipements, pas suffisamment parce que pendant longtemps, vous le savez, nous avons été sous embargo. Nous avons un problème d'effectifs. Vous savez que le ratio policier par nombre d'habitants est largement déficitaire en Guinée, mais sur les questions beaucoup plus techniques que ça, je vous renverrai au porte-parole de la police parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. Mais sauf la Guinée, c'est un pays où on saisit une grande quantité de drogue et puis finalement tout le monde ferme la bouche. On dit rien du tout. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ah, ne dites pas on dit rien du tout. Mais comment vous avez su qu'on a saisi la drogue? C'est pas passé dans les médias? Ah non, oui, mais après. Ah non, alors vous voulez suivre la drogue jusqu'au bout. Qui a amené cette drogue en Guinée? Mais je ne sais pas. Alors, savoir. Oui, mais attendez. Chaque chose en son temps et avec les personnes chargées d'y communiquer. Si je vous dis des choses ici, je risque de vous dire des bêtises parce que je ne maîtrise pas ce dossier. Donc quand vous aurez le conseil des ministres? Non, mais ça fait déjà 3 semaines qu'on n'a pas tenu de conseil des ministres parce qu'on est sur le front. Maintenant, lorsqu'on en parlera, on est sur le front. Par exemple, là, je suis avec vous, j'essaie de communiquer. L'analogie. Non mais allez, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément évoqué la question au Conseil des ministres. Si le ministère en charge se charge de régler cette question, je ne vois pas pourquoi on va en faire un thème du Conseil des ministres. On peut en parler de manière incidente, mais je crois que le ministère de la Sécurité se charge parfaitement de cette matière-là. Bien entendu, je vous laisse à la disposition du porte-parole de la police. Voilà. Non, pas du tout, c'est que j'ai pas les informations. Damantal Albert Camara, notre invité ce matin, la dernière GGG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. On ne pouvait pas mieux rêver pour l'avoir dans ce studio, mesdames et messieurs, pour la dernière évidemment. On fait le bilan carrément du gouvernement guinéen, parce qu'au mois d'octobre, c'est les élections présidentielles chez nous. Allez, oui ou non, Ahmed Camara? Alors, monsieur le ministre, au regard de tout ce que vous avez avancé comme avancée majeure, voilà, dans les actions du gouvernement, oui ou non, le président Alpha Condé passera au premier tour. Vous avez la réponse à la question. Et si possible, avec 58,68%. Je n'avance pas sur le chiffre. Pour la première fois, je rends la règle. Moi, en général, je dis oui ou non. Alors, je veux il passera au premier tour, oui. Alors, je veux que la Guinée écrive ce chiffre, 58,68. Oui. Oui, alors, il l'a dit à Kafou Akake, Moussa Moïse. Le président, il a été un peu dubitatif là-dessus. Il dit à Kafou Akake doit être relativisé. Il l'a dit lui-même. Si lui-même il le dit, je pense que les mouvements de soutien vont mettre un peu dans leur veste. Ce que j'aimerais demander à monsieur le ministre, oui ou non, l'offensive du chef de l'État à l'intérieur du pays, du Premier ministre à l'intérieur du pays, c'est tout sauf sensibilisation contre Ebola. Non. Pré-campagne. Oui, non, monsieur le ministre, récemment, on a suivi le chef de l'État, justement en parlant des moyens par rapport au dispositif sécuritaire à l'intérieur du pays. Il a annoncé que désormais, les gendarmes seront dotés pour, en tout cas, barrer la route aux coupeurs de route, oui ou non. Ça pourrait être des effets d'annonce. Ah non. Djibril. Oui ou non, monsieur Damantan Albert Camara est intéressé par le poste de Premier ministre? Non. Oui ou non, globalement, votre gouvernement est déficitaire par rapport aux attentes qui sont contenues dans les lettres d'émission confiées par le président à votre chef de gouvernement? Oui. Vous êtes déficitaire? Oui. Ouais. Alors, oui ou non, cette phrase du président Condé, on se rappelle très bien le discours du 1er mai du côté du Palais du Peuple, à dire si mon frère Malik était là, une bonne partie de ce gouvernement ne sera pas là. Est-ce que c'est une boutade, oui ou non? Non. Oui ou non, vous ne vous êtes pas senti choqué
touché par ces déclarations? Non. Bon, comme on le dit, tout le monde devient ministre en Guinée. Est-ce que finalement, parfois, vous êtes choqué par l'attitude d'un certain nombre de ministres, oui ou non? Sincèrement. Non. Sincèrement. Choqué? Oui, Non. par l'attitude d'un certain nombre de ministres. Choqué, non. Et vous êtes comment? Alors, si vous n'êtes pas choqué, vous êtes? On peut ne pas être d'accord, on peut être dubitatif, on peut désapprouver, mais choqué, non. Ouais. Quand même, c'est le numéro 10 quand même du gouvernement, quoi, Ahmed. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous le disent, hein? Voilà. Allez, monsieur le ministre, beaucoup de caméras hein, sur ce plateau. Vous allez affixer celle-là, évidemment, on nous regarde dans les quatre coins ici en Guinée, Conakry. Peut-être un mot hein, pour ce qui nous regarde. Ces jeunes surtout, hein, qui espèrent tous les jours. On sait très bien que Naïté aussi a lancé une opération. Est-ce qu'il l'a copié chez vous? Gros point d'interrogation en ce qui concerne ces jeunes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces millions de jeunes qui nous regardent à la télévision? Moustapha et moi, on ne copie rien l'un sur l'autre, on fait tout ensemble. Et je crois que c'est vraiment pour le bonheur des jeunes. Ensuite, c'est vrai, je viens du BIT, des initiatives sont prises pour accompagner la Guinée, notamment dans la création d'emplois, le projet Hashimo, le renforcement des PME, des PMI créatrices d'emplois. Donc je demande aux jeunes de garder confiance. Nous vivons des étapes difficiles, un relèvement qui demande beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas de raison qu'à terme on ne récolte pas les fruits de tous ces sacrifices-là et que vous soyez en première ligne pour participer au développement du pays. Sachez vous préparer. Nous faisons des conférences régulièrement dans un certain nombre d'établissements, un certain nombre de structures pour expliquer ce que sera la Guinée de demain et surtout le marché de l'emploi de demain. On vous encourage à y participer, à vous préparer parce que la Guinée ne peut pas ne pas avancer et nous allons avancer ensemble. Merci. Voilà, monsieur le ministre, c'est la dernière de cette émission, en tout cas pour cette saison. Peut-être des choses à améliorer dans les GG? Si vous les améliorez, peut-être que vous ne serez plus les GG. Ouais. Donc, voilà, il faut qu'on vous laisse votre liberté et que vous sachiez l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les GG continuent sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.